Je vais passer la parole à la salle, d'abord aux étudiants, en remerciant d'adresser vos questions à l'un ou l'autre de nos intervenants. Alors, je prends le première série de questions. Je vous en prie. Bonsoir, je vous remercie pour vos interventions. Moi, la question que je me posais, en fait, c'était par rapport au changement de stratégie adopté par la Chine. Justement, pourquoi est-ce qu'à partir, on va dire, de la présidence de Xi Jinping, ils ont décidé justement de baisser les masques et de passer à un discours extrêmement agressif, contrairement à Deng Xiaoping qui avait dit qu'il fallait avancer masqué, justement. Qu'est-ce qui a poussé à ce bouleversement dans l'image que se donne la Chine aux autres? Merci. Oui, c'est la politique de la modestie et on passe à une politique. Est-ce qu'elle est agressive? Elle est décomplexée. Alors, à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, c'est une question assez large. Vous êtes arrêté là-dessus assez brièvement, mais moi, j'aimerais bien y revenir. Quelles sont vraiment les forces du capitalisme autoritaire de la Chine face à nos systèmes libéraux, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question, Nicole Nesotto, devant, et puis après on reprendra une autre série de questions. Sur le coronavirus, Nicole? Non. Après. Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai quelques désaccords avec certaines de vos affirmations. Premièrement, vous avez dit que la Chine était une puissance révisionniste qui remettait en cause le système international. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la Chine est une puissance conservatrice qui veut garder le multilatéralisme, qui signe avec les Européens beaucoup de choses multilatérales, comme sur l'Iran, comme sur la protection de la planète, et que ce sont les États-Unis de Donald Trump qui ont commencé d'être une puissance révisionniste du système international. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Deuxième point, si je peux. Si je peux. Vous avez dit... On est libre ici. Encore. Vous avez dit que en Chine, l'économie, c'est pas pour rendre le peuple heureux, c'est pour affirmer sa puissance. Et je me dis que, sauf si on est un tout petit pays comme, je sais pas, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, eh bien, tout le monde fait pareil. Les États-Unis de Donald Trump sont les premiers à faire de l'économie un instrument de puissance. Et Donald Trump, plus que tout le monde, en utilisant des sanctions économiques contre les propres alliés européens des États-Unis. Et en remettant en cause la mondialisation par du protectionnisme, parce que justement, il trouve que la mondialisation profite trop à la puissance chinoise et pas assez à la puissance américaine. Donc là non plus, je ne comprends pas. Et ma conclusion, dernière question. Si vous pensez qu'il faut que les démocraties s'unissent contre ce péril d'un modèle chinois que je n'admire pas du tout, que je ne défends pas du tout, que je sais être opaque, totalitaire, répressif, sanguinaire, mais si vous pensez qu'il faut qu'on s'unisse contre ça, eh bien, il faudrait d'abord au moins que votre propre président ne déglingue pas tous les jours le système libéral démocratique occidental. Merci. Merci beaucoup. Merci. Aaron. Well, thank you very much. Let me begin with these final... Alors, merci beaucoup. D'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je dois vous dire que je ne suis pas ici en tant que représentant du gouvernement américain. Hein. Je suis un simple particulier et un chercheur qui s'exprime ici à titre privé. Et j'ai toujours été ouvertement critique du président actuel, même si je suis un ancien membre du Parti républicain, je n'ai pas accès à la moindre fonction au sein de l'administration Trump, donc je ne le représente aucunement. Pour autant, il y a quand même un risque à essayer de tirer un parallèle moral avec ces nouvelles politiques économiques. Pour reprendre exactement ce que vous venez de me dire, je ne pense pas que la Chine soit
une puissance conservatrice. Si l'on voit son intention dans la région de l'Asie-Pacifique, son intention, c'est de dominer et d'avoir le droit de dominer les eaux territoriales, mais également toutes les ressources économiques, pas simplement de la mer de la Chine du Sud, mais toutes les îles qui vont au-delà de ces mers. Donc ça, c'est du révisionnisme. La Chine dit également que les États-Unis doivent renoncer à ces alliances avec les pays d'Asie du Sud-Est. La Chine essaie justement de changer la nature ou le visage de cette région du monde. Et dans d'autres régions, ce révisionnisme, certes plus subtil, mais si l'on voit par exemple on voit ce qu'a été son rôle dans les organisations internationales, dans la famille des Nations Unies, la Chine, de ce point de vue-là, a toujours été très active pour essayer, je ne dis qu'en passant, mais la Chine a fait en sorte que d'autres pays s'alignent sur elle pour reprendre un certain vocabulaire, de certains codes de ces institutions internationales qui vont dans le sens contraire des interprétations, disons, libérales des objectifs même de ces organisations, notamment de la famille des Nations Unies. Pour ce qui est des droits de l'homme, par exemple, et on a commencé par le droit de l'individu, ici c'est le droit au développement, à savoir que si nous, le Parti communiste chinois, pouvons assurer une croissance du PIB, personne n'a de quoi se plaindre, n'a de matière à se plaindre de nos politiques intérieures particulièrement répressives. Donc là, je crois que on commence à voir les ambitions aussi bien intérieures qu'extérieures de la Chine. Et il ne s'agit pas pour la Chine de renverser le système international existant ou l'ordre existant. La Chine ne se propose pas non plus de s'établir comme étant la puissance hégémonique de la planète, mais la Chine, pour autant, souhaite être l'acteur principal, l'acteur dominant, pas simplement dans la région de l'Orient ou de l'Europe de l'Est, mais tout le Sud, disons l'hémisphère sud. Alors, pour ce qui est de la puissance économique à des fins politiques, là, cette question mérite d'être approfondie. Ce que je dirais pour autant, dans les pays démocratiques libéraux, là, disons les puissances, les pouvoirs politiques cherchent à obtenir des gains économiques, ils cherchent à améliorer le bien-être des populations parce qu'ils s'appuient sur l'appui populaire pour être réélus, à des fins ne serait-ce qu'électorales. Donc ce qu'on recherche pour son pays, c'est quand même de s'en sortir pour être récompensé aux urnes. Et là, autre contraste avec les dirigeants communistes chinois, ici, l'activité politique cherche des gains relatifs, pas simplement une croissance économique par rapport aux années précédentes, mais également pour rattraper, voire dépasser d'autres puissances, et pour ce qui concerne la Chine, rattraper et dépasser les États-Unis. Et puis, dernière observation, même si tous les pays, évidemment, se préoccupent de leur puissance sur la scène internationale, le système du Parti communiste chinois met au sommet, si vous voulez, les décideurs politiques qui prennent des décisions qui, en raison de leur souhait ou même de leur attachement, si vous voulez, au monopole du pouvoir du Parti communiste chinois, mais également dans leur souhait de propulser la Chine à une position de leader à l'échelle mondiale, ces décisions donc sont telles que, aussi bien sur le plan juridique que dans la pratique, finalement, chaque entreprise chinoise, même si théoriquement elle est entre des mains privées, chaque entreprise devra s'aligner sur les intérêts tels qu'ils sont dictés par l'État. Alors, on n'est quand même pas... alors, c'est un petit peu particulier en France où l'État joue un certain rôle, mais aux États-Unis, ce serait impensable. Enfin, quant au troisième point, pour ce qui est des États-Unis et de leur attitude, je vous rejoins, je crois qu'il ne faudrait quand même pas exacerber pour autant les tensions existantes, tensions très réelles entre l'Europe et l'administration Trump. Il faut se rappeler que l'administration Trump, dans ses décisions
ne reflète pas, si vous voulez, les positions populaires, n'est pas, disons, un reflet du pays tout entier, et il ne restera pas au pouvoir indéfiniment non plus. Alors, pourquoi la Chine aurait changé de cap et de stratégie? Alors là, effectivement, il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation, on peut se dire d'un côté, et peut-être rétrospectivement, on pourrait se dire que la Chine aurait peut-être fait fausse route. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a la crise financière de 2008-2009 qui a été quand même un tournant. C'était un moment où disons, les stratèges chinois ont constaté que les États-Unis et le monde occidental étaient, disons, sur une voie déclinante, une voie qui s'accélérait, alors que la Chine, elle, au contraire, était sur une voie ascendante, et que c'était l'occasion, justement, de se saisir de cette nouvelle opportunité. Alors, effectivement, les dirigeants chinois étaient bien conscients de cette puissance. Hu Jintao, pour autant, était quelqu'un de très prudent, même au sein de la classe politique chinoise, mais c'est donc prudemment qu'il s'est lancé dans cette voie, alors que Xi Jinping, lui, est d'un autre tempérament. Et là, il y a un autre aspect, disons, intérieur à la Chine. Même pendant la crise financière, la Chine, qui n'avait pas été touchée, cherchait à éviter justement d'être atteinte par les conséquences de cette crise financière en injectant à ce moment-là des capitaux gigantesques dans l'économie, tout en se préoccupant des considérations de chômage et autres. D'où l'émergence d'un nouveau modèle, mais en y ajoutant une dimension nationaliste, patriotique, à des fins, à mon sens, de ralliement de la population autour des dirigeants chinois pour, disons, détourner l'attention du monde et de la population chinoise des difficultés que traversait le pays, d'où une position beaucoup plus agressive, notamment dans les litiges maritimes envers le monde occidental. Et là, c'était certes une erreur, mais c'était certainement pas un accident. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Alors, est-ce que la Chine a fait fausse route à un moment donné? Je crois que la Chine aurait été mieux avisée de suivre la pensée de Deng Xiaoping pendant encore une dizaine d'années, parce qu'à ce moment-là, elle se serait retrouvée tellement plus forte qu'il aurait été plus difficile de résister à la tendance qu'on mesure actuellement. L'exemple de la 5G, alors évidemment, il y a toute l'angoisse autour des intentions de la Chine avec la 5G, et l'Europe entière et même les États-Unis pourraient se retrouver avec une infrastructure de télécommunications construite par la Chine. Alors, la Chine a montré son jeu peut-être un peu trop tôt, mais ça ne veut pas dire qu'elle va échouer. Et ça n'est que si l'Europe ou le monde occidental se saisit de cette occasion pour peut-être prendre la balle au bond, peut-être là il y aura moyen de résister à cette tentative de la Chine d'exercer cette mainmise économico-politique sur le monde entier. Enfin, sur la dernière question, je ne sais pas comment on peut caractériser en termes simples l'économie chinoise. Ce n'est pas évidemment une économie capitaliste, ça n'est pas non plus un système communiste pur et dur, puisque l'État n'est pas propriétaire de tous les moyens de production, même si l'État, si vous voulez, peut contrôler et diriger un petit peu tout. Mais depuis Deng Xiaoping, les dirigeants chinois considèrent le marché comme étant je sais pas, un animal de compagnie ou un autre qui serait dans une cage, je ne sais pas, une poule qui pond des œufs. Et alors on veut peut-être élargir le poulailler pour permettre aux poules de gambader un peu plus, mais on ne va pas laisser les poules s'échapper parce que, évidemment, on a besoin d'elles pour produire les œufs. Donc, c'est un petit peu comme ça que je décrirais ce système.
je crois que l'idée, c'est de maintenir une mainmise exclusive du Parti communiste sur l'économie. L'indépendance technologique qui viennent d'être évoquée à l'instant. Je vous renvoie, notamment pour les étudiants, à un article de George Soros qui est paru dans Le Monde il y a 2 ou 3 jours, très intéressant, à la fois sur la mise en cause des valeurs démocratiques pour l'Europe, mais aussi sur le risque technologique, appelant les Européens à faire davantage. Mais on voit bien là que voilà, toute la dispersion des Européens, le choix britannique en premier, d'accepter Huawei ou d'autres, la tentative de proposition de compromis du nouveau commissaire européen en charge de ces questions, Thierry Breton, et la position de la France aujourd'hui dans une sorte d'expectative, mais qui était la plus proche de la position américaine, en tout cas au départ. Je prends d'autres questions. Alors, Madame, voilà, je ne sais pas dans quel ordre. Il y a Mademoiselle, Madame, d'abord, Mademoiselle, Madame, ensuite, et Monsieur là-bas. Hein? C'est ce que j'ai dit, plus mademoiselle, madame, madame, monsieur. Non, non, je suis politiquement correct jusqu'au bout des ongles, madame. Et cher ami, et allez-y. Bonsoir. Et du coup, merci beaucoup. Et moi, en fait, ma question, c'est plus par rapport au coronavirus, non, pas tellement, mais c'est en lien avec ça. Donc, à cause suite au coronavirus, à l'épidémie, il y a eu une forte chute du coup de la demande en pétrole, en carburant de la part de la Chine, etc. Et donc l'OPEP là est en pleine crise, sont en pleine réunion et ne savent plus trop quoi faire. Et donc en fait je voulais savoir si justement la Chine avait une place assez importante dans l'économie hydrocarbures, je dirais, pour être à l'origine d'un éventuel crack pétrolier ou voire boursier pour les cours de pétrole. Voilà. En relation avec votre thèse. Très bien. Alors, Madame, donc, et ensuite Simon Desindes. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces exposés. Et puis, je trouve donc, on a abordé le côté économique, politique, mais pas financier. Et je pense quand même que dans le monde dans lequel on vit, le problème de la devise, et donc international ou pas, est important. Le problème d'un marché obligataire international ou domestique est important. Et le problème des marchés financiers aussi. Donc cet aspect-là n'a pas été abordé. Est-ce qu'on pourrait en dire? Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Eh bien, on va le faire. Là, il y a passer le micro ici. Est-ce que j'oublierai? Alors, je vous prendrai, s'il y a 3 questions, je vous reprendrai tous les 2 tout à l'heure. Oui, bonjour, merci beaucoup. Pour réagir sur la question qui a été posée au premier rang et vous demander quelques compléments, on a bien compris le fait que les États-Unis voient la Chine comme un adversaire et l'Europe ou l'Union européenne ou les démocraties ont un intérêt aussi à le faire. L'impression qu'on a aujourd'hui, et vous avez dit vous êtes ancien républicain, comme le président actuel et tout le Sénat, qui n'a pas vraiment changé, c'est qu'on a l'impression que la stratégie suivie aujourd'hui, c'est une stratégie où les États-Unis se préparent à un conflit avec la Chine, mais comptent un peu régler le sort de l'Europe avant, d'une certaine façon, où les Américains demanderaient à l'Europe de les suivre, on le voit à travers la guerre commerciale, mais non pas comme un partenaire, mais plus comme un système satellite. Et la question que j'ai, c'est est-ce que finalement les républicains, indépendamment des gens qui ont voté, ont changé d'approche, ont une approche qui n'est plus celle qui pouvait être celle de Dick Cheney et d'autres, où on cherchait à démocratiser le monde et à exporter le modèle. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Vous dites que Donald Trump n'est pas il ne va pas rester éternellement président, ça c'est la Constitution qui l'impose. Mais il peut le rester encore 4 ans. Voilà, il peut encore rester 4 ans. 5 ans. Mais est-ce que finalement il n'y a pas eu un changement profond aussi des États-Unis sur la question? Est-ce que vous qui étiez peut-être majoritaire dans l'opinion telle qu'on le comprend des années 90-2000, les États-Unis ont aussi changé et ce sera très difficile de revenir au monde tel qu'il était dans les années 2000. Voilà, une question un peu ouverte. Merci beaucoup. Alors, on aura après une dernière série de questions courtes, mais je vous laisse répondre. Moi, j'ai un truc à poser.
Alors sur la première question, sur l'impact de l'épidémie sur le marché du pétrole, moi je ne suis pas un expert dans la question, mais en général, pour revenir à ce qu'on a dit avant, il est très difficile d'anticiper l'effet ricochet de cette crise parce qu'on ne sait pas finalement quelle est sa profondeur et combien de temps elle va durer. En tout cas, quand on regarde à ce qui s'est passé en Chine, il est difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas vraiment une diminution, un impact sur la croissance chinoise, au moins temporairement. Parce que quand vous avez des millions de personnes qui sont obligées de rester chez eux, qu'il y a des trains qui ne fonctionnent pas, des usines qui sont fermées, enfin ceci va avoir un effet quand même très important sur la croissance chinoise. Et par conséquent sur la demande de la Chine, sur toutes les importations qu'elle a pour pouvoir justement bien favoriser et faire travailler son moteur, disons, économique. Alors, bon, je ne sais pas. Alors, plus c'est long et plus c'est profond, et plus évidemment la perturbation sera grande aussi. Alors, la question sur la finance, c'est une question très importante, hein, en effet. Et ce sujet en lui-même est très important. Là encore, c'est un sujet où je ne me sens pas être expert en la matière. Mais une chose que je sais, c'est que bien qu'il y ait eu des spéculations au cours des 10 dernières années sur le remplacement du dollar par peut-être en tout cas une monnaie pour en tout cas résoudre les conflits internationaux, enfin de commerce, eh bien je ne pense pas que c'est encore le cas et je pense que en fait c'est quelque chose qui est peut-être un intérêt, mais la Chine n'est pas en position de permettre cela. Et néanmoins, le régime du Parti communiste, eh bien, apparemment, semble essayer de faire des expériences avec d'autres mécanismes qui leur permettraient à eux et à ceux avec lesquels ils sont en échange, eh bien, d'éviter le système du dollar, et ce qui permettrait de lutter contre les sanctions. Et puis les transactions, eh bien, n'auraient pas non plus à passer par le système SWIFT, et donc il y aurait un autre mécanisme pour tous les règlements internationaux et qui, vous voyez, peut-être des systèmes d'échange, et c'est une tendance qui va, à mon avis, augmenter. Et si eh bien, on regarde les penseurs chinois qui s'intéressent à l'économie, souvent ils sont très intéressés par ces questions financières. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ils sont vraiment compétents pour vraiment savoir tout ça. Mais en tout cas, ils voient la dominance du dollar comme une manifestation de la puissance américaine et qu'il aimerait bien pouvoir s'échapper de ce champ de puissance à l'avenir. Alors maintenant, la question vis-à-vis de l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la Chine et de l'Europe, et si le changement de politique qui a été fait eh bien, va durer au sein du Parti républicain, moi, mon impression, et je pense que c'est tout à fait corroboré par les sondages, c'est que le phénomène Trump, au départ, mais aussi maintenant, n'a pas grand-chose à faire avec les affaires étrangères et la politique extérieure, mais beaucoup plus avec eh bien, les affaires internes et vraiment l'opposition à un certain nombre de questions. Moi, je crois c'est que la majorité des Américains sont en fait, eh bien, ne sont pas protectionnistes, ils ne sont pas isolationnistes et ils ne sont pas anti-immigration. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a eu ce changement massif. Je pense que M. Trump a ses propres vues. Bien entendu, plus vous avez des gens au pouvoir qui partagent ces vues et qui les expriment, eh bien, il y aura au cours du temps un changement et un déplacement dans l'opinion. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, dans tout
les sujets qui sont débattus aussi, par les partis politiques aux États-Unis, la Chine est l'une des questions sur laquelle il y a eu vraiment convergence du Parti démocratique et républicain, et pas seulement en disant que la Chine c'est l'ennemi, mais en tout cas en vraiment reconnaissant qu'il y a un problème et qu'il n'a pas été traité nécessairement de la bonne manière. Et la discussion qui a lieu maintenant à Washington, eh bien, porte sur ce qu'on doit faire et comment le faire. Et puis comment aussi avoir un système qui eh bien, dure dans le temps et qui passe d'administration en administration au cours des 10 années à venir. Et je semble qu'il y avoir vraiment un accord au sujet de la Chine. Et je dois dire que ceci, ça me surprend parce que c'est arrivé assez rapidement. Dorian Malovic à réagir. Moi, j'avais une question, parce que comme c'est un très bon connaisseur de cette région, je suis assez frappé de voir qu'il y a eu, au fond, malgré des positions parfois agressives de la Chine, notamment de revendications territoriales, la capacité de Pékin d'aplanir les difficultés avec le Vietnam, avec les Philippines, avec la Malaisie, avec d'autres pays qui ont été... je dirais, ou compensés, ou d'autres. Bon, en même temps, on voit aujourd'hui Taïwan et Hong Kong que l'environnement n'est pas si simple. Donc, comment vous sentez, je dirais, dans l'environnement régional, poindre au fond cette... Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez les pays de l'ASEAN, hein, les pays... Pardon. Ça va. Okay. Vous avez les pays de l'ASEAN qui se trouvent... Non. Voilà, on vous entend. Pardon. Les pays de l'ASEAN, hein, les pays de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, qui se trouvent un peu coincés. Et un peu comme l'Europe, d'ailleurs. Elle se retrouve coincée entre un choix économique avec le grand partenaire chinois, et puis la stabilité et la paix garantie par la présence américaine. Donc ça, c'est une difficulté. Mais la Chine est assez habile. Les nouvelles routes de la soie, vous voyez que le Cambodge, quand même, est devenu une colonie chinoise, en gros. Hein, on a des ports, un port qui est en train de se construire, puis vous avez le Sri Lanka, et puis vous avez la Birmanie, etc. Donc là, le danger existe. Et bon, Taïwan, ça reste un problème majeur. Et c'était une des questions que j'aurais aimé poser à Aaron, c'est que il y a eu le grand livre de 2 journalistes, Bernstein et Munro, about the coming war with China, la prochaine guerre avec la Chine. Et on parle de guerre commerciale, de guerre technologique, de guerre d'influence, de guerre d'institution, mais en parlant de la Chine du Sud, de Taïwan, des Senkaku, des îles japonaises Senkaku, la grande chaîne que la Chine aimerait quand même bien transpercer, est-ce qu'à un moment ou à un autre, et quand il peut évaluer le point où il faudra se résoudre à avoir un conflit militaire classique? De grande envergure, de petite envergure, je n'en sais rien. Ça peut être sur Taïwan, le détroit, ça peut être au nord avec le Japon. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, de savoir quel peut être le point de bascule pour qu'il y ait finalement... Est-ce que la Chine, encore une fois, va partir trop tôt? Je suis totalement d'accord avec lui sur le fait de s'être démasqué, la Chine arrogante et qui s'affirme avec Xi Jinping, probablement pour des raisons politiques intérieures aussi. Il n'était pas si soutenu par tout le monde en Chine. Il est parti trop tôt. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Aaron. 10 ans, il y a encore trop de problèmes internes à résoudre et il s'est découvert, enfin, il a montré son jeu un peu trop tôt. Mais voilà. Mais pour le coup, le défi militaire, quand même, c'est important. Alors, Aaron, je vais vous laisser répondre, mais avant, il y avait une dernière question de la salle et comme ça, vous répondrez aux deux. Monsieur, vous avez la parole. Merci déjà beaucoup pour vos interventions. Je suis très content que la question militaire soit enfin abordée dans l'Assemblée. Du coup, je voulais revenir par rapport à... C'était la Quadriennial Defense Review de 2001, la version avant le 11 septembre qui avait commencé à être écrite, désignait clairement la Chine comme un potentiel futur adversaire. Bon, l'histoire a fait que les choses ont radicalement changé dans les années à venir. Je voulais savoir comment vous voyez les différents... il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux différents programmes d'armement aux États-Unis aussi à cette époque-là, et je voulais savoir comment vous voyez un petit peu le positionnement américain face à la montée de la puissance militaire chinoise en Asie du Sud.
Et la position aussi chinoise vis-à-vis de la politique américaine, et comment, on le voit aussi en ce moment par rapport au délitement un petit peu des alliances politiques, économiques et militaires qui ont lieu. Voilà. Comment vous voyez un petit peu peut-être le changement, les différents changements dans ce paysage de l'Asie-Pacifique, en tout cas du niveau militaire? Merci. Merci beaucoup. Vos deux questions donc se rejoignaient. Aaron, vous avez la parole et je vous laisserai conclure. Alors, pour répondre à cette question, pour réagir sur la question de Taïwan, vous avez très bien remarqué un tournant important dans l'évolution de la pensée militaire américaine. Si l'on remonte à juste avant le 11 septembre 2001, le ministère de la Défense américain produisait ces documents de la Quadriennial Defense Review que vous avez évoqué, et la deuxième revue a été donc publiée en septembre justement 2001 en présentant de manière très détaillée la grande problématique, c'est-à-dire cette question des nids d'accès présenté par la Chine, avec une question pas simplement de missiles mobiles, mais de porte-avions et autres, et les moyens militaires qu'il faudrait mettre en œuvre pour y résister. S'il n'y avait pas eu le 11 septembre, vous auriez déjà là, disons, le premier tournant dans la pensée militaire américaine. Et Donald Rumsfeld, à l'époque, est revenu au Pentagone en se disant que s'il devait mener la transformation de la puissance militaire américaine au XXIe siècle, avec justement à ce moment-là, la vraie menace dans ce cas-là serait la Chine. Mais parce qu'il y a eu le 11 septembre, parce qu'il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, la guerre sur la terreur, comme on l'appelait, la War on Terror, c'est pas qu'on a oublié la menace chinoise, mais celle-ci, finalement, est passée un petit peu à l'arrière-plan, a reçu moins de ressources et d'attention qu'elle aurait eu s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Puis il y a un autre aspect auquel on ne pense pas toujours, c'est effectivement la crise financière. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'administration Bush, on avait eu tendance à revenir au problème chinois, mais parce que là, ce problème avait évolué à telle enseigne qu'il était devenu effectivement beaucoup plus visible, beaucoup plus inquiétant. Mais il y a eu cette fois-ci cette crise financière qui a dérobé toutes les ressources, et puis la guerre contre le terrorisme se poursuivait. Et donc, et une dernière réflexion par rapport à ça, les Chinois en étaient parfaitement conscients. Et en 2002, la réunion du Politburo chinois, une nouvelle formule a été proposée, à savoir une période d'opportunité stratégique, une fenêtre de 20 ans qui s'ouvrait pour la Chine, ce qui signifiait que les stratèges chinois estimaient que les États-Unis seraient tellement préoccupés par d'autres problèmes dans d'autres régions du monde pendant une bonne vingtaine d'années que cela permettrait à la Chine de construire sa puissance nationale globale sans être ni menacée ni même contestée par les États-Unis. Alors, je ne pense pas que les stratèges chinois s'étonnent de voir cette tendance à une concurrence exacerbée. Ils s'y attendaient. Alors, effectivement, elle est intervenue un petit peu plus tôt que prévu. Ça aurait dû se produire en 2022, alors que ça a commencé en 2017, donc avec peut-être 5 ans d'avance, mais enfin quand même. Et d'ailleurs, on pourra revenir à cette question de chronologie. Et pour la question de Taïwan, maintenant, vous avez mis le doigt sur un problème très réel. C'est vrai qu'on a tendance à négliger, voire à minimiser ce problème. Il y a eu toute cette fascination pour les mers de Chine du Sud et autres. Mais enfin, Taïwan reste quand même le point névralgique du différend. Et c'est là qu'il pourrait y avoir véritablement un affrontement américano-chinois si les Chinois lancer leurs forces sur l'île de Taïwan. Alors, quel est le risque d'un tel affrontement? C'est difficile de le mesurer. Je pense pour autant que actuellement, la position du parti politique, du Parti communiste chinois, finalement, est un peu la même que celle de ses prédécesseurs, même si il semble un peu plus, disons, présenter plus d'esbrouf, c'est-à-dire qu'il est prêt à s'approcher du gouffre, mais quand même pas à basculer. Et donc, pour la question de Taïwan, je pense, avant d'en arriver aux mains, je crois qu'ils seront assez prudents, à condition d'avoir la certitude que les États-Unis, de leur côté, s'en tiendraient à leur engagement relativement ambigu par rapport à Taïwan, à savoir
c'est-à-dire d'appuyer Taïwan dans des termes qui ne sont pas toujours sans ambiguïté. Toujours est-il que c'est pour ces raisons qu'il est important pour les États-Unis et ses alliés dans la région et d'ailleurs ailleurs, il est important donc pour les alliés de renforcer leur capacité militaire afin de s'assurer qu'il y ait véritablement une dissuasion, disons, convaincante pour dissuader justement les Chinois de prendre ce pari très risqué. Et puis alors un dernier point, quelquefois les dirigeants du Parti communiste chinois semblent être tellement matérialistes qu'ils ne semblent même pas croire que les États-Unis prendraient le risque de déclarer la guerre pour défendre une petite démocratie. Mais notre histoire nous montre qu'une telle éventualité reste possible, même si sur un plan purement géopolitique, le calcul ne tiendrait pas la route. Mais enfin, les États-Unis peuvent continuer de vendre des armes à Taïwan tout en, disons, irritant un peu la Chine. Mais je ne sais pas si les Chinois ne sous-estiment pas finalement l'engagement américain vis-à-vis de la sécurité de Taïwan. Oui, non, c'était juste un petit peu, c'était les Chinois menacent les pays européens de représailles économiques chez eux s'ils ne choisissent pas la 5G Huawei. Et il y a quand même le président américain Trump qui, à son tour, vient de menacer les pays européens de représailles économiques si ils choisissent la 5G. Donc, on se retrouve... Non, attendez, l'Europe, c'est ce que je dis, comme pour l'Asie du Sud-Est, se retrouve à travers la 5G, hein, mais on est quand même entre le marteau et l'enclume. Oui, c'est une réaction à ça, Aaron. Je crois que c'est pas simple. Pour nous, c'est vrai que le débat est là, oui. Mais je le rappelle, les questions technologiques qui sont derrière, les Européens y ont répondu de manière très dispersée, oui. Sont des sujets de sécurité majeurs pour nous. Donc, Aaron. Yes. I agree. Tout à fait. Je crois que finalement, vous avez ici, c'est surtout un problème technologique, politique et stratégique, pas tellement de savoir le degré de la technologie. La question est de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à la Chine pour ne pas faire certaines choses, compte tenu justement de la nature de la 5G, et même si vous avez affaire à une société privée, Huawei, il est clair qu'elle lobbyera au doigt et à l'œil au Parti communiste chinois. Donc ça, c'est une question d'une immense profondeur, et je comprends fort bien cette sensation d'être menacé d'un côté par la Chine et d'un autre par les États-Unis, mais pour autant, c'est justement l'occasion de coopérer et de trouver des solutions qui pourraient, si elles se dessinaient, pourraient prendre une dimension européenne importante, parce que finalement, il y a 3 grandes sociétés. L'une est coréenne, mais les 2 autres sont européennes. C'est Nokia et Ericsson, les 2 grandes sociétés de télécommunications, de constructeurs de matériel de télécommunications. Et du côté américain, on commence à se dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux créer, je ne sais pas, une espèce de consortium qui pourrait finalement proposer une solution de rechange démocratique, ce qui serait évidemment bien préférable plutôt que d'hypothéquer l'avenir ou la sécurité de son pays en s'appuyant sur un fournisseur, disons, incertain. Merci Dorian Malovic. On se retrouve la semaine prochaine.